voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la dernière de la semaine, les grandes gueules. L'équipe au grand complet pour vous servir, tel qu'on en a l'habitude, avec des actualités aussi intéressantes qu'intéressantes. Bienvenue donc, vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter au hashtag espace GG. Votre avis sera pris en compte dans la deuxième partie de cette émission, ou tout simplement, si vous souhaitez réagir par message, vous pouvez le faire au plus 224 657 39 13 13. Le numéro, il s'affiche en bas de votre écran. Vous le saviez, vous suivez cette actualité. Montpellier, ce vendredi 8 octobre 2021, le sommet France-Afrique. Rencontre d'un nouveau genre, bien entendu, puisque sans chef d'État et sans autorité institutionnelle venue d'Afrique, la nouvelle formule toute trouvée des sieurs Afrique d'Emmanuel Macron, qui convie exclusivement les jeunesses africaines, de la société civile, du secteur privé et du domaine de l'engagement plus largement pris. Ces jeunes du continent, dont notre compatriote Ali Ouba, président du Modèle, conféreront avec le président de la République française sur une pluralité de thématiques seulement. Voilà, sur le continent, l'idée d'un sommet sans les chefs d'État passe mal, particulièrement à l'heure de la multiplication des récriminations contre les activités de la France en Afrique. Que savoir sur le sommet Afrique-France et comment expliquer l'expansion de ce sentiment anti-français? Et bien entendu, nous parlerons aussi de l'actualité guinéenne, celle du CNRD. Lansana Camara, notre premier invité, il est envoyé spécial d'Espace TV en France. Il est à Montpellier. Vous l'entendrez pour nous rendre compte de la situation de ce sommet à partir de la France. Et puis, quelqu'un que vous connaissez bien, Kémy Séba, panafricaniste engagé, notamment auprès d'Urgence panafricaine. Vous l'entendrez dans le cadre de cette émission. Il est notre invité de parcours. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette dernière représentation des grandes gueules. Et ce sera avec mes amis de tous les matins, Diba Milimouno. Diba, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Daouda Mohamed Camara. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous. Tout de Kissien vêtu. Oui, et précisément, c'est de Wende Kenema. Ça vient tout droit de Wende Kenema. Et c'est un habit que j'adore bien. D'accord. Il est très merveilleux d'être Kissino. Ah ouais. Vous allez nous faire ça chaque semaine, chaque vendredi. Non, c'est les vendredis, il faut qu'on fasse ça. Non, mais c'est vrai, il est très merveilleux d'être Kissino. Il dit très merveilleux. Oui. Tu laisses l'autre. Ben... On dit c'est merveilleux. Oui. Tu laisses l'autre là, pardon. Non, je préfère ça. Pardon. Je préfère l'excès. D'accord. Caps, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda, c'est l'opération séduction qui a commencé avec l'arrivée du nouveau PM, c'est ça? Ben, rien n'exclut. Rien n'est exclu. Après plusieurs années dans les couloirs des classes et plusieurs années de petites expériences, ben, il faut agrandir les expériences. C'est pas exclu que je séduise. D'accord. Yaya. Bonjour. Bonjour. Dynamo. C'est le précurseur comment je peux dire ça, de l'événement Ndiadia. Ben voilà. Ok, mon cher Alphonse, jaune, orange et noir. Bonjour. La nostalgie du RPG. Ah ben ça se voit. Hein. Comment vas-tu? Ça va, Tamba. Non, sincèrement, content de te retrouver ce matin. Merci. On va ouvrir cette interview avec vous, Diba Milimouno, bien perdu dans ses lectures. On ouvre donc avec vous... pardon, le micro, il... D'accord. Et toutes mes excuses. Sensible. Avec cette actualité, vous l'avez suivi hier déjà. C'est donc sur les travaux publics. Oui. Guiter qui rend la pièce de monnaie à Ebomaf. Oui, tout à fait. C'est une actualité qui défraie la chronique. Depuis la sortie du PDG d'Ebomaf, et on s'attendait quand même à la réponse du berger à la bergère.
On s'attendait à une réaction surtout de Guy Teresa et ce qu'ils ont voulu faire hier parce qu'ils ont quand même le droit de réponse. L'autre a fait une conférence de presse. Effectivement, ils sont aussi inscrits dans la même dynamique. Alors, non seulement ils sont revenus sur la sortie du PDG d'Ebomaf, sur tout ce qui a été dit, notamment l'alliance qui devait être entre les deux entités, les deux chantiers, le kilométrage, le fonds qui devait être alloué par kilométrage, et pourquoi à la dernière minute on a décidé de faire un éclatement des travaux, c'est-à-dire Kankan Kisidogo qui devait revenir à Ebomaf et le projet Kankan Mandiana à Guy Teresa. Alors il faut rappeler que dans d'abord la déclaration, ils sont revenus un peu sur le type de partenariat qui devait lier les deux entités. Si Ebomaf, le PDG, avait dit que c'était quand même Guy Teresa n'avait pas d'expérience au moment des travaux en 2012-2013. Donc pour lui, Guy Teresa était venu comme une structure qui devait venir apprendre auprès d'Ebomaf. Et donc, puisque c'est une structure nationale et allait s'adjuger de la technique par rapport à la réalisation des travaux et donc clé en main. Donc c'était une structure qui était là juste pour pouvoir mettre la main sur les chantiers. La réplique de Guy Teresa, c'est que pour eux, Guy Teresa, à nos jours, a 32 ans d'expérience. Et au moment des faits, en 2012-2013, ils avaient déjà 24 années d'expérience. Ils mentionnent qu'il y a eu des travaux, notamment au niveau de la Haute-Guinée, sur le tronçon Massanta-Kosankoro, concrétisé sur le financement USAID en 1995, était là depuis en témoignant et localement en 2013 à la rencontre avec Ebomaf que déjà la structure depuis 1995 avait déjà commencé à réaliser des ouvrages en Guinée. Donc il remet en cause cette sortie du PDG d'Ebomaf. En effet. Maintenant, au-delà, il est revenu sur les points d'achoppement, ce qui a justifié un peu qu'il y ait tension et l'arrêt des travaux entre les deux entités. Si l'autre pensait que la structure guinéenne, dans sa sortie, était juste là pour apprendre auprès de Ebomaf, pour eux, il y a eu quand même un partenariat pour créer un groupement. Donc le groupement, dans la convention, selon lui, les 41% des parts revenaient à Guy Teresa et 51% la seconde revenait à Ebomaf. Contrairement pour eux, les allégations de M. Mamadou Bonkongo à la signature du premier contrat. Donc respectivement de 305 millions d'euros pour le tronçon Kankan Kisidougou et 184 millions d'euros pour celui de Kankan Mandiana. Donc voilà pour lui le premier point d'achoppement. Il n'y a pas eu d'entente autour de l'appellation ou de la convention qui devait lier les deux. Maintenant l'autre aspect, différent né au sein du groupe Ebomaf. Plutôt sur le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle. Justement, maintenant, Louis Berger que voulait justement. Guy Teresa et l'autre que voulait Ebomaf. Ebomaf, voilà. Donc maintenant sur la mission de contrôle, parce qu'ils estiment qu'il y a eu surfacturation au niveau par exemple des charges des travaux qui devaient être réalisés et qu'ils ont constaté selon la sortie du PDG de Guy Teresa que Ebomaf était en train d'aller vers une surfacturation. Mais à ce niveau, ça soulève quand même des questionnements. Parce que si vous regardez sur les 194 km Kankan Kisidougou, on fait le calcul, on constate sur le kilométrage, pour Ebomaf, c'est 1 500 000 euros. En effet. Alors que si vous regardez Kankan Mandiana, pour Guy Teresa, on est autour de 1 800 000. Qui a été revu par ailleurs à la baisse. À la baisse. Oui, à la suite d'évaluation. D'évaluation, justement. Donc, si on parle de surfacturation, à mon avis, si on regarde un peu le kilométrage de Kankan Mandiana, on est en droit de se poser la question, plutôt la surfacturation pourrait venir au niveau de Guy Teresa. Parce que, par rapport au kilométrage qu'ils ont, on sort 1 800 000 euros, contrairement à l'autre qui sort 1 500 000 euros, tout en précisant que dans le kilométrage, il y a non seulement, on tient compte non seulement de la mission de contrôle, le début de la mission de contrôle, on tient compte aussi de ce qui va revenir à la banque, parce qu'il y a quand même une lettre de garantie qui est faite. Sur les 305 millions d'euros, l'État a pu, disons, garantir 65 millions d'euros concernant Kankan Kisidougou. Alors, la banque, lorsque vous présentez une lettre de garantie, on appelle d'abord les autorités sur place pour les demander effectivement, oui, nous devons payer ces 65 millions à telle banque. Donc, sur les 65 millions d'euros, il y a les 40%, les 20%, pardon, qui doivent revenir à la banque. Donc, ça veut dire que globalement, si on parle de surfacturation sur kilométrage, le problème pourrait être venir au niveau de Guy Teresa, contrairement à ce que beaucoup ont dit. Maintenant, plus loin, l'autre différent, c'est au niveau des 500 millions.
Parce que au moins des 500 millions, on était quand même dans un programme formel avec le Fonds monétaire international. Et qui parle de programme formel, on dit à l'État de baisser les investissements et surtout d'aller juste sur les dépenses de consommation, c'est-à-dire les salaires et les soldes. Donc, selon Guy Teressa, le Fonds monétaire international a émis des réserves sur la somme de 500 millions d'euros pour les 2 tronçons, estimant que c'était trop. Donc, oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs que c'était un financement sur budget national, de développement. Donc, à l'époque, avec le programme formel, on avait dit à l'État systématiquement de baisser les dépenses d'investissement. Donc, ils ont émis des réserves. Après, l'État, pour pouvoir contenter le Fonds monétaire international, mais également pour pouvoir contenter ces 2 partenaires, ils ont décidé de passer un peu par le principe qu'on peut appeler au niveau de l'article 37 du Code des marchés publics, lequel avait le mérite, c'est-à-dire c'est l'option ferme et opérationnelle. Et optionnelle, pardon. Alors l'option ferme et optionnelle, l'article 37 du Code des marchés publics, lequel avait le mérite à la fois d'alléger les charges de l'État et de contenter la mission du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Conséquemment, le premier contrat signé et qui avait été enregistré par les seuls bons soins de Guy Teressa. Alors sur l'option ferme et optionnelle, la tranche ferme le contrat de Kankan Mandiana concernant Guy Teressa, la tranche ferme est de 35 millions d'euros. La tranche optionnelle est de 126 948 363 euros. Pour Ebomaf, signer le contrat Kankan Kissidougou, la tranche ferme est de 105 millions d'euros et la tranche optionnelle de 240 824 856 000. Donc, ça veut dire que au lieu de 500 millions d'euros, avec l'article 35 du Code des marchés publics, avec l'option ferme et optionnelle, donc on est revenu à la baisse pour pouvoir permettre à l'État non seulement de baisser ses charges, mais éventuellement de pouvoir contenter les institutions qui étaient, disons, engagées avec l'État guinéen. Maintenant, de l'exécution des contrats. Et à ce niveau, dans l'exécution des contrats, il a été révélé que parce que Ebomaf a dit qu'ils ont quand même réalisé des ouvrages de franchissement au niveau de tronçon Kankan et Kissidougou. Alors, c'est ce que rejette en bloc Guy Teressa, qui estime qu'il faut faire un déplacement sur le terrain pour constater que, pour eux, ce sont des allégations. Que, par contre, le tronçon Kankan Mandiana, qui a eu quand même 17 km qui ont été effectués. Donc il estime que cela a été suivi par non seulement la mission de contrôle qui est à la fois Louis Berger et du maître d'ouvrage qui est le ministère des Travaux publics. Absolument. Beaucoup d'autres choses à dire sur cette collaboration, j'ai envie de dire sulfureuse, entre Ebomaf et Guy Teressa, mon cher Alphonse. Le patron de Guy Teressa a même précisé que cette fusion était mornée. D'accord. Dans son discours, comment on va dire, ce groupement qu'ils ont mis en place avec Ebomaf était morné. Parce que le premier point de discorde venait de l'équipe de contrôle. Guy Teressa souhaitait que ce soit le cabinet Louis Berger, pendant que Ebomaf souhaitait un autre cabinet. Et de l'autre côté, pour justifier ce que Djiba vient de relever, par rapport au coût de réalisation des différents tronçons, par Ebomaf et par Guy Teressa, le patron de Guy Teressa soulève le coût d'ouvrage ou l'énormité de l'ouvrage en fonction des tronçons. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de signaler dans la sortie du patron de Guy Teressa, c'est qu'il demande qu'il y ait un audit. Absolument, je pense que c'est une des grandes annonces de ce point de presse. C'est surtout le point le plus important, parce que de toutes les allégations tenues à l'endroit de Ebomaf, il n'y a pas de document pour soutenir. Enfin, pas tout, hein. Il y a, sur les 65 millions, même nous avons pu voir cela. Oui. Sur la lettre de garantie, on a pu voir cela. Mais le point des 120 millions... Le seul point, c'est celui des 120 millions. Et les 120 millions sont le plus important, parce que c'est quand même l'exécution du tronçon qui manque, selon Guy Teressa, de réalisme. Donc aujourd'hui, il demande qu'il y ait un audit pour évaluer si les projets annoncés, les exécutions annoncées par Ebomaf sont effectives sur le terrain. Et de l'autre côté, pour savoir où l'argent est passé. Parce qu'une interrogation demeure. Ebomaf n'a pas cette capacité d'aller retirer de l'argent pour le compte d'un État. Ils ont bénéficié d'une lettre de garantie, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont la capacité de retirer les fonds, les déposer sur leur compte. Les fonds de garantie les lettres de garantie sont émises par la Banque centrale. Et il y a tout un processus qui implique des départements
le maître d'ouvrage, les travaux publics, le ministère de l'économie et des finances, la présidence et même l'administration des grands projets. Donc aujourd'hui, il y a lieu de lancer un audit, comme l'a demandé le patron de Guiter, pour permettre de faire la lumière sur ce qui ne va pas. Et là, on se rend compte, après ces différentes dénonciations, on se rend compte que, sérieusement, on se fait arnaquer. D'accord. Quand on voit la qualité de nos ouvrages, loin de moi l'envie d'attaquer Guiter et ça, mais regardez les travaux réalisés par Guiter. Regardez les travaux annoncés par Ebomaf qui ne sont pas réalisés, mais dont les coûts sont hallucinants. Vous avez l'impression que ces projets, on les réalise pour un autre continent, parce que ça ne peut pas être quand même pour la Guinée avec nos réalités. Mais encore une fois, Alphonse, tu n'es pas spécialiste de ces questions. Non, je ne suis pas spécialiste, mais il y a plusieurs spécialistes qui se sont prononcés sur la question, qui ont même évalué le coût de réalisation quand même de nos ouvrages. Et ces coûts sont tellement minimes par rapport au prix fixé par ces entreprises. Donc on se demande véritablement, est-ce qu'il y a une compétitivité quand il s'agit d'offrir des services pour la réalisation des ouvrages? Parce que ces marchés, je vous assure que c'est des marchés obtenus de gré à gré. La question des prix... À l'occasion de la conférence, parce qu'il estime qu'aujourd'hui, Ebomaf doit à Guiter-SA le montant de 148 786 000 euros. Alors, ce montant-là, est-ce que Guiter-SA, quand même, n'a pas sorti un papier pour dire effectivement, voilà, dans l'entente, voilà la somme qui devait sortir. Il n'y a pas de preuve. Maintenant, l'audit serait quand même indispensable pour pouvoir éclairer tout le monde. Il a dit une chose qui doit interpeller tout le monde. C'est la route de Bellevue, ici, là. Bellevue... de l'échangeur de Bellevue jusqu'au pont 8 novembre. Il dit, c'est 2 kilomètres. Il a donné un exemple lorsque la question a été posée, mais vous avez, par kilométrage, vous avez dit 1 800 000 euros, ce qui est trop par kilométrage, alors que l'autre, c'est plus étendu, c'est 1 500 000 euros. Il a donné un exemple. Il dit la route de ici, échangeur, pont 8 novembre, c'est 2 kilomètres. Il dit par kilométrage, c'était 5 millions d'euros. Donc, il faut qu'on questionne ce qui s'est passé également sur ce tronçon. Pour 2 km carrés. En même temps, il y a quand même un travail spécial sur cette route. Justement, je suis d'accord, il y a eu je suis d'accord, mais 2 km pour 10 millions d'euros, je pense que c'est trop. Je suis d'accord qu'il y a eu des ouvrages de franchissement qui ont été effectués. Je suis d'accord avec les canalisations parce qu'à ce niveau, il y avait beaucoup quand même de l'eau obstruée un peu le passage. Couches qui ont été faites. Quand vous regardez l'architecture de la route, je suis d'accord. Mais pour 2 km en bas, 10 millions d'euros, je pense que c'est trop. Et cette route-là, pont 8 novembre, échangeur, il faut que les nouvelles autorités lancent un audit à ce niveau. On ne peut pas quand même dire aux Guinéens, pour 2 km, on a pu investir 10 millions d'euros étroite avec, imaginez-vous par kilomètre, 5 millions d'euros. Je pense que c'est trop. Et traditionnellement, on estime que par kilométrage, c'est 1 million. Kilomètres, je pense que ça doit interpeller. À moins que ça ne soit des contre-vérités. Voilà, merci pour ça. Non, mais... Moussaïro, la question est revenue, hein, la question du prix. La question du prix. Je l'ai posé à Ouagadougou, je l'ai posé hier également, on dirait PDG de Guiter, et ils ont tous dit que le prix n'était pas important, c'est le volume du travail qui importait. Mais qu'est-ce que tu veux? Chacun va tirer la couverture de son côté et chercher de noyer ces histoires de prix dans ce qu'ils peuvent avoir là-dedans. Mais je te regardais tout à l'heure quand tu justifies la route comment on appelle, pont 8 novembre, tu dis des couches et tout, mais c'est pas fini cette route. Est-ce que vous avez roulé là-dessus? Elle n'est pas finie. C'est pas fini, et ce qui fait mal, quand on parle d'une dizaine de millions d'euros quand même par rapport à une route qu'on nous sert, et imaginez, ce qui fait mal, c'est que dans 2 ans, vous ne pourrez plus rouler normalement sur cette route. C'est ce qui fait mal. Mais vous parlez de 2 ans. C'est ce qui fait mal. On roule pas. Maintenant, regardez, il y a des ouvertures au niveau de la route. Je ne sais pas si c'est des canalisations de la SEC sur la route. Tu es obligé par endroit, si tu ne fais pas attention, tu risques d'escanter, comme on appelle, tes roues, parce que c'est ouvert, c'est béant, c'est là-bas. Ils n'ont pas complètement, comment on appelle, ils n'ont pas nivelé en quelque sorte. Vous nous parlez de dizaines de millions d'euros. Moi, je pense qu'il faut poser des questions. Il faut qu'il y ait cet audit, mais en même temps, les hommes d'affaires, chacun défendra son intérêt. Vous avez vu monsieur de Guiter, il a tenu sa conférence, mais avait-il suffisamment d'éléments, je veux dire, pour étayer tous ses propos, des documents par rapport aux chiffres qu'il est en train de donner? Moi, de la même manière, je me pose des questions avec monsieur Bonkungu.
qui parle du fait que l'État guinéen lui doit, mais il n'a quand même pas daigné intenter une procédure contre l'État guinéen. Ce qu'il promet de faire par ailleurs. Mais par ailleurs, quand? Pourquoi c'est maintenant qu'il va le faire? Parce qu'on en a parlé. Non, mais je me pose des questions. Moi, j'aurais pu lui demander pourquoi, si vous pensez que l'État guinéen vous doit, jusqu'à présent, vous n'avez pas daigné d'intenter une procédure. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'il a pu faire en République de Guinée? En fait, les gens doivent répondre. Vous allez terminer, parce que le sujet est également revenu, mais cette fois dans les débats. C'est pourquoi vous ne l'entendrez pas dans le discours. On posait la question de l'enlèvement des équipements de Ebomaf. Justement, du côté de avec autant de facilité. Comment ce monsieur a-t-il pu enlever ces équipements, sachant qu'il doit à l'État guinéen et que l'État guinéen n'ait jamais porté plainte? Finalement, qui doit à qui? C'est la question qu'il faut. C'est la question que l'audit doit élucider. Il faudrait qu'on donne des réponses au peuple de Guinée. Chacun est en train d'accuser l'État. Lui, il est en train d'accuser l'État. Guiter est en train d'accuser Ebomaf. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le dos du contribuable guinéen? L'État garde le silence, un silence coupable. Un silence coupable. Ce que je veux dire, un silence coupable. Il faudrait qu'on nous dise ce qui s'est passé. On parle de. Mais ce pays est malade. Ce pays est malade de ces hommes qui ne veulent pas dire la vérité au peuple de Guinée, justement parce qu'ils s'engraissent, ils s'enrichissent sur le dos de ce peuple-là. C'est dommage qu'on nous fasse des routes comme ça, là, qu'on nous lance à la figure. Regardez l'état d'une route, on parle d'une dizaine de millions d'euros, et regardez comment c'est fait. C'est pas fini, elle est étroite, c'est pas terminé. On a juste détruit le beau paysage. J'aimerais bien ces arbres centenaires qui étaient là. On a tout détruit. C'est dommage, quoi. Il y a du travail à faire. Il faudrait que le CNRD se penche sur cette autre question, parce qu'il y en a tellement, mais il faudrait qu'il y ait un audit, qu'on nous dise qui a fait quoi dans ce dossier. L'audit, vivement l'audit, pour faire la lumière sur ce qui a pu arriver sur les chantiers de la République. Mafoudia, votre avis? Alors, moi, je me dis qu'on essaie juste de voir comment se blanchir à un moment où toutes les cartes sont cuites, au moment où on peut repartir de plus belle. Parce que quand vous écoutez le patron d'Ebomaf, quelque part, il dit, par exemple, que Guiter SA n'a pas d'expérience. C'est ce qui justifie ces difficultés. Et Guiter SA qui répond que non, ça fait 24 ans, ils sont sur le terrain. 32 ans. 32 ans maintenant qui sont sur le terrain. Qui ment finalement? Et lorsqu'on prend l'autre problème par rapport à ce maître d'ouvrage, le choix, lorsque Guiter dit qu'il n'y a pas de problème et que Ebomaf dit qu'il y a problème au point de chercher à résilier le contrat qui le lie à l'État, moi je me dis que ce qu'on vit là en fait c'est le résultat d'une pagaille qui s'est passée dès la signature de ces différents contrats. Ebomaf qui parle aujourd'hui, quand le président de la République était là, il fait partie quand même de ceux-là, de ces hommes d'affaires qui ont bénéficié des largesses du pouvoir. C'était un privilégié. Est-ce que d'ailleurs, partant de cela, ce travail a été fait pour savoir que ces deux entités sont à mesure de faire le travail qu'il faut. Et il ne faut pas perdre de vue une réalité. Les travaux routiers sont devenus le meilleur créneau pour s'enrichir, pour sortir de l'argent pour un travail au néant. Pour preuve, ça fait quand même, si on veut, on reste dans les 10 ans, mais si on veut, on va un peu au-delà. Ça fait combien d'années le Guinée est en train de subir la même souffrance? Prenez Anta. Encore quelques années, on se serait dit non, peut-être on va souffrir un peu devant, mais pour Anta, c'est bon. Mais on est encore dans Anta, on est encore dans Kisoso. Et les travaux, c'est pour 1 an, 2 ans, et puis ça ne va pas. À qui on pose la question? Mais à nos ministres qui sont à la tête de ces départements. À un moment donné, je crois, le président est allé jusqu'à déloger le service de passation de marché pour dire, entre guillemets, se rassurer que tout ceci se passe très bien. Mais est-ce que le résultat a été probant? Est-ce qu'à son niveau, on est parvenu à contrôler la passation des marchés? Non. On a laissé faire. Même les partenaires qui viennent. Dans le cas de ces marchés, le problème c'est d'abord le président. Mais c'est ça, c'est ce que je veux dire en fait. C'est de bout en bout. Et ce que je veux dire rapidement, c'est que, par exemple, ce qui se passe en Guinée, vous remarquerez si vous fouillez très bien. Lorsque les projets sont réalisés en Guinée, c'est pas parti d'un constat qu'il faut le faire, non. C'est quelqu'un quelque part qui vit avec une idée et il bénéficie du soutien de quelqu'un à la présidence. En fait, on n'a pas, c'est comme si on n'avait pas une ligne directrice, on n'avait pas un projet. Par exemple, on se dit d'aller en telle année, ben, on se rappelle de ces bétons qui ont été mis le long des routes. C'est parce que c'est parti de quelqu'un. On ne peut pas fonctionner comme ça. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Vous allez dans tous les pays, je pense que la moindre des choses, ils ont des infrastructures routières. L'essentiel des activités est adossé à cela. Aujourd'hui, une femme ou bien même un entrepreneur qui a la pomme de terre à Pita
avant que ces pommes de terre n'arrivent à Conakry, il a perdu combien? Qui a ces bananes en forêt, avant que ça n'arrive à Conakry, il a perdu combien? Et le calvaire au quotidien, on se retrouve dans des bouchons de 2 heures, de 3 heures, parce que simplement au rond-point de Kisosso, il y a pas d'échangeur. Il y a l'échangeur de Kagbeling qui a commencé. On ne sait même pas comment ça se passe. On ne peut pas, le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Je pense qu'on est, durant plusieurs années, on est largement revenu là-dessus. Il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Si on ne l'est pas, ceux qui viendront ne le seront pas. Ils prendront leur part et ils s'en iront. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là. Guiter ou Ebomaf, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas eu des autorités, à commencer par le président de la République, le ministre des Travaux publics. Ils n'ont pas fait leur travail. C'est de leur faute. Donc on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Maintenant, là, on a une possibilité. Rien que ce dossier, moi, j'inviterai les nouvelles autorités à s'intéresser de près. On a déjà un cas. Et partir de ce cas pour quand même nettoyer ce secteur. On ne peut pas continuer à débourser des millions de dollars de je sais pas quoi sur notre dos, sur notre dos au nom des travaux et puis on continue à souffrir de la sorte. Je pense qu'à un moment, il faut un peu de pitié pour cette population, un peu d'amour pour soi-même, parce que après, ce sont des gens qui ont de l'argent, mais qui peuvent même pas rouler dans leur propre pays, parce que le travail qu'ils sont censés faire, ils sont capables de le faire. Et puis à cet ingénieur de travaux publics qui réagit rapidement. Bonjour, juste une précision. Kankan Kissidougou, il y avait une tracée. Kankan Mandiana, pas de tracé. Donc les études doivent être conséquentes et le travail de même. Donc le prix au mètre carré va légèrement dépasser. C'est ça, Michel Oularé, qui réagit en une phrase. À cette... En Guinée, on peut encore voir qu'on donne des marchés. Les entreprises viennent, commencent les travaux. Même s'il y a ce travail d'inspection, on a l'impression qu'ils vont pour se promener. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même, parce qu'il y a une étude de faisabilité. On sait quelle couche appliquer ici. L'argent est là, les détails sont là. Mais comment comprendre que des entreprises rendent le travail, qu'on accepte ce travail, au bout d'une année, 2 ans, on se rend compte que ça ne marche pas. C'est que, non mais je vous dis, le problème c'est chez nous. Ce sont nos ministres, ce sont nos cadres au niveau de ministère des Travaux publics et c'est la présidence avec le président de la République. J'espère qu'on ne commettra pas les mêmes erreurs parce que là, on se permet d'espérer avec cette transition. On verra bien ce que ça va donner. Mais déjà, il faut commencer par nettoyer, savoir ce qui s'est passé. Tant qu'on ne le fera pas, on n'avancera pas parce qu'on risque d'avoir les mêmes personnes. Et Bankungu qui nous l'a lancé à la figure, ce n'est pas moi que vous avez élu. Allez poser des questions à ceux que vous avez élus. Il nous l'a dit. Si tu permets, Daouda, il y a un homme tout excité dans ce studio. On va lui donner la parole. Il va dire ce qu'il a à dire. Et ensuite, on va revenir à vous. Allez-y. Rapidement, une précision. Quand Maffarla a parlé de cet échangeur qu'on est en train de faire à Kagbele, j'ai envie de dire, l'entreprise se fout des Guinéens. L'entreprise qui est en train de réaliser l'échangeur a créé des déviations. D'accord. Mais ce n'est pas des déviations, c'est des mouroirs. Vous prenez votre véhicule, il s'encasse dans un trou, vous êtes obligé d'appeler le quartier à l'aide pour vous sortir du trou. Les déviations doivent être faites comment? Quand on entame un ouvrage, on crée des routes praticables pour permettre aux gens de ne pas souffrir de la réalisation de la route. Mais ce qui est en train de se passer du côté de Kagbele, c'est une insulte à l'État guinéen, c'est une insulte aux populations. Et je me pose la question, comment une entreprise a pu obtenir un tel contrat en Guinée et ne pas prévoir de faire... Mais de quelle entreprise s'agit-il? Cibetec, je crois. D'accord. C'est Cibetec qui est en train qui fait... Oui, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Échangeur et le pont innovant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En fait, ils déplacent des engins d'un chantier à un autre, ce qui fait que quand ils vont sur un chantier, l'autre est arrêté. Aujourd'hui, il faut que l'État guinéen apprenne à se faire respecter, à se respecter. Ce qui se passe du côté de Kagbele, je vous jure, prenez la route qui va vers du côté de Doubreka. Si vous n'êtes pas dans un camion, vous avez le dos en lambeau quand vous arrivez sur la route de Doubreka. Quand vous allez du côté de 36, là, je ne vous conseille pas. Tous les riverains sont en train de bouffer de la poussière dans leur nourriture. Aujourd'hui, il est de tout. En fait, je me demande quel jour on va apprendre à respecter le Guinéen. Et si des petites entreprises qui emploient quand même des ex-prisonniers, parce qu'il faut le préciser, viennent, non, sérieux, ils prennent des gens qui viennent faire des travaux d'intérêt général. Ils viennent, ils n'emploient pas des Guinéens. Alphonse. Non, sérieux. Mais d'où tu as-tu ces infos? C'est d'une expérience. Je le sais. Je suis quand même. Tu as travaillé. Tu as travaillé. Je connais le cas de plusieurs d'entre eux. Alphonse. Non, Tamba, on va revenir sur la question. Je suis très sérieux. Non, je suis très sérieux. Alphonse. Un jour, Tamba, je te ferai le cas de ces employés qui viennent dans les sociétés minières ou dans les sociétés chinoises. C'est des gens qui viennent pour puger leurs travaux d'intérêt général. Ça, c'est des rumeurs de quartier. Donc, quand ils viennent, ce n'est pas des rumeurs de quartier, c'est des réalités sur des dossiers Tamba.
Je traîne pas dans les cafés-bars, Tamba. Ce que je suis en train de te dire, pour revenir à la question essentielle, cette route, il faudrait que le président du CNRD fasse quand même une visite sur ce terrain-là. C'est le bon moment. Pas forcément, il y a été en allant voir le Serouna et les autres. Donc il faudrait que des mesures soient prises pour que les citoyens puissent au moins éviter de centre, parce que on nous tue à petit feu par nos routes. Parfait. On va, si tu permets, tu vas y revenir. On va avec vous, mon cher Daouda. On va donc avec vous. Il y avait un journaliste burkinabé dans la salle qui a posé une question sérieuse au PDG de Guiter. C'était la question de la moralité. Il disait, et vous et Bankungu, où est la moralité dans cette démarche? Et c'est effectivement à ce niveau, mais je commencerai d'abord en voyant un peu l'ambiance qui a d'abord régné du côté de Ouagadougou et ensuite hier à Conakry. Comme le disent les Kissiens, pour la peine et sommité. Quand ça prend de l'eau, facile à broyer. Oui. Alors, aujourd'hui, à mâcher. Ça dépend de ce que vous avez dans la bouche. Alors aujourd'hui, moi je crois, c'est l'expression du hacké qui est en train de venir, qu'on est en train de voir aujourd'hui. Que des Guinéens soient engagés pour des actions en Guinée et que la morale ne caractérise pas leurs actions, qu'ils se permettent de faire du n'importe quoi parce que tout simplement ils bénéficient d'un certain privilège auprès du pouvoir. Parce que on sait Guiter, je ne viens contre Guiter et ça. On sait quand même qu'à Sigiri, Guiter y a travaillé. À Cancan, Guiter y a travaillé. Mais à tout moment, c'est dans ces zones également que les populations se sont soulevées pour dénoncer la mauvaise qualité des travaux de Guiter. Qui peut comprendre que Ansman Kaba, qui est quand même de Cancan, qu'il ait un contrat d'infrastructure à Cancan et que cela ne soit pas de qualité. Mais c'est un autre débat déjà. Là, on est sur la question d'un marché spécifique. Non, écoute, ce sont quand même des actions qui ont sous-tendu certains comportements de certaines entreprises dans ce pays. Moi, je vois mal qu'on veuille tout mettre, par exemple, sur une entreprise étrangère qui vienne, et qu'on veuille dire que cette entreprise étrangère a bénéficié de plus de privilèges auprès du pouvoir ou a eu plus de travaux non réalisés. Pendant ce temps, vous qui êtes des locaux, vous ne travaillez pas à la satisfaction de vous-même, encore moins de la population. Moi, quand j'ai entendu Mahmoud s'exprimer de façon insultante du peuple de Guinée, je me suis dit, après tout, ce n'est pas lui qui nous insulte là. Ce n'est pas lui qui nous insulte. Vous parlez de Bankungu. De Bankungu. D'accord. C'est pas lui qui nous a insultés, mais c'est plutôt le président de la République qui l'a impliqué dans les affaires. Et de quelle façon? Donc, si aujourd'hui, il a toute son arrogance en s'exprimant, en s'adressant à la Guinée, en s'adressant au peuple de Guinée, je me dis que... Daouda, la méthode Bankungu, ça se passe. Le problème, c'est comment ils ont traité ça. Ça, c'est la Guinée. C'est effectivement à ce niveau, à ce niveau, mon argumentaire est en train de partir. C'est comment les Guinéens, l'État guinéen, a pu négocier tout cela sans qu'il n'y ait de garantie aujourd'hui qui lui permettent de poursuivre aussi l'estime à un moment donné que Ebomaf n'a pas accompli la mission qui était la sienne sur notre territoire, parce qu'aujourd'hui il y a des ministres qui ont été cités par Ebomaf, mais jusque-là aucun n'a levé le petit doigt, même si les juridictions guinéennes ne sont pas compétentes pour poursuivre Ebomaf, ils peuvent aller avec la justice de la CEDEAO par exemple. Il y a les juridictions supranationales, mais aucun n'ose lever le petit doigt parce que ce que Ebomaf dit sur eux, c'est la vérité. On avait des faits quand même, il y avait des documents. Il y a des documents. Alors, s'ils estiment aujourd'hui que Ebomaf a raconté des allégations mensongères, alors ils ont la possibilité de porter plainte contre Ebomaf et on saura bien sûr la vérité d'un côté ou de l'autre. Mais je me dis que si on arrive à toute cette arrogance de Ebomaf ou à d'autres étrangers dans notre pays, parce qu'il y en a en centaines dans nos villes et villages de la Guinée,
l'arrogance, ça caractérise les entreprises étrangères, mais ce ne sont pas ces entreprises étrangères, ce sont nos autorités. Je l'ai dit ici quand on parlait de ce qui s'est passé du côté de Kindia, où l'inspection générale du travail n'avait pas la possibilité de s'exprimer ou de dire la vérité à un directeur d'entreprise. On dit non, les Chinois sont ceci, les Chinois sont... J'ai dit ce ne sont pas des Chinois. En s'installant en Guinée, il y a un code de travail, il y a un code minier qui est en Guinée, lequel il faut respecter. Mais lorsque vous lui dites, non, ne regardez pas ça, on va gérer ça entre nous, un député se déplace ici qui va à Boké, à qui on interdit l'accès au site. Et on dit, il faut appeler Kassouri. De quel député parlez-vous? Il y a le groupe parlementaire qui est parti enquêter du côté de Boké sur les sites miniers. Il n'a pas eu d'autorisation. Même pas un seul député, mais plusieurs députés, ils n'ont pas accepté qu'ils accèdent au site. On dit non, il faut appeler Kassouri. Est-ce que c'est Kassouri, le ministre des Mines? Est-ce que Kassouri, le ministre ou l'inspecteur général du Travail? Ce n'est pas lui. Que des députés viennent pour enquêter sur la situation des travailleurs, qu'on ne leur permette pas d'accéder au site. Et puis après tout, quand ces gens vont s'asseoir dans leur pays pour nous insulter, on va dire qu'il nous a insultés. Il ne nous a pas insultés. Ce sont nos cadres qui nous ont insultés. Si on doit s'en prendre à quelqu'un, ce sont à nos cadres qui vont s'en prendre. Ce ne sont pas des étrangers qui viennent parce que nous leur avons ouvert nos portes et nous leur avons demandé d'y vivre comme ils veulent. Daouda Mohamed Camara, bien nouveau ce matin, c'est peut-être l'effet du boubou, mais je vais avec vous, CAPS, les 65 millions d'euros ont déjà largement été abordés, mais une des informations d'hier, c'est vrai que même avant Ouagadougou, nous savions déjà qu'on parlait de 120 millions supplémentaires qui auraient été payés à Ebomaf, sauf que quand vous demandez une seule preuve que ce montant ait effectivement été payé à Ebomaf, il n'y en a pas. Voilà, moi je pense que par rapport à ce sujet-là, la réponse elle est simple, dans ce sens que si Diter, hier dans son point de presse, a évoqué le paiement de ces 120 millions, mais qui nous sortent des preuves qui puissent justifier effectivement que cela a été fait. Moi je pense que par rapport à cette situation aujourd'hui, ceux qui me font beaucoup plus pitié là-dedans, c'est les nouvelles autorités, le CNRD, par rapport à tout le chantier qu'ils ont, par rapport à tout ce qu'on leur a laissé, en fait. L'héritage qu'on leur a laissé. Et moi, c'est justement là où ils me font pitié par rapport à tout ce travail qui leur attend. Et aujourd'hui, moi je pense que quand vous regardez même les dernières heures de la gestion du pouvoir Alpha, l'un des plus grands problèmes qui revenait à chaque fois, que ce soit des conseils de ministres qu'il tenait, c'était cette question de la gestion du secteur des marchés publics. Tous les grands problèmes de ce pays-là venaient de ce secteur-là, parce que finalement, si vous remarquez, toutes les personnes, tous les entrepreneurs se mettaient dans ce secteur-là parce qu'ils savaient que dans ce secteur-là, il y avait beaucoup d'argent à gagner. Quand on prend par exemple le modèle par lequel le PDG d'Eboumaf passe pour avoir les marchés, c'est quelque chose de normal. Ils viennent dans un pays, quand le pays n'a pas l'argent, eux ils se positionnent comme ceux-là qui peuvent mobiliser les finances pour pouvoir le faire. On peut comprendre de ce point de vue-là qu'ils puissent directement atterrir auprès du chef de l'État. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que le chef de l'État décide tout de suite de leur octroyer un marché sans qu'il n'y ait des études véritables préalables qui soient faites pour qu'on puisse mettre à disposition, pour qu'on puisse donner ces marchés-là. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a certes une volonté d'investir dans un pays. Politiquement, la volonté du président de la République se trouve engagée, mais il y a des services compétents vers lesquels aller, des principes et des règles auxquels se soumettre absolument. Justement, c'est là où on a déjà raté. En réalité, le véritable problème de ce marché-là est venu depuis le début du marché, de la façon dont le marché lui-même il a été octroyé. Et moi je suis d'accord de voir la sortie hier du PDG de Diter SA, dans ce sens que son entreprise perdait sa crédibilité et toute la notoriété. Il se devait quand même de se mettre devant le public et d'expliquer ces points de vue-là. Et moi ce qui est important de relever, aujourd'hui on a le ministre Diaré qui est présent. Il était ministre de l'économie d'alors. Et aujourd'hui il a cette responsabilité en réalité de pouvoir s'expliquer parce qu'il était présent en ce moment-là. Le ministre des Travaux publics, il existe également. Il faut dire plus. Oui. Il a été ministre de l'économie, ministre du budget. Oui. Aujourd'hui, il est à la Cour des comptes. Il est à la Cour des comptes. Qui va l'auditer, lui? Et justement, c'est là où le problème se pose. Et lui, il a cette responsabilité-là de pouvoir mettre la lumière sur la gestion des finances. Et c'est là où encore une fois... Baousmane n'est pas encore mort, il est là. Baousmane est présent, le ministre Diaré est présent. Donc toutes ces personnes aujourd'hui doivent prendre la parole et surtout doivent être interpellées par le colonel Doumbouya, le CNRD, pour pouvoir les entendre. Parce que là, c'est l'image
l'image du pays qui est en jeu. Et je suis d'accord aujourd'hui qu'on les interpelle tous et qu'on puisse les sanctionner à la hauteur et surtout qu'on puisse justement rétablir chacun dans son droit. Caps, je suis content et tu sais pourquoi? Non. Je te vois fâché pour la première fois. On va avec Goudiba pour terminer sur ce dossier. Voilà, j'aimerais dire une chose. C'est vrai que les absents ont toujours tort. Et le président Alpha Condé n'est plus au pouvoir et aujourd'hui on essaie quand même de le mettre à l'index pour dire bon qu'il est à l'origine de tout ça. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est vrai que les 65 millions d'euros au départ en septembre 2014 avait été dégagé à travers une lettre de garantie. Et plus loin, il soutient le PDG de Guiterres, M. Kaba, et dit que le 27 mars 2017, par l'entremise de 2 lettres de garantie, que effectivement les 120 millions d'euros ont été donnés. Donc il estime que comment on a pu dégager une telle somme, sachant que les travaux n'ont pas été effectués sur le terrain. Alors moi j'aimerais quand même qu'il nous sorte un document statuant effectivement qu'on a pu quand même garantir 120 millions d'euros. Et pour finir, qui était le gouverneur de la Banque centrale à l'époque, au moment des faits? Si je pense que c'est M. Nabé, si effectivement il est là, il faudrait qu'il accepte de prendre la parole. Justement, c'est ça, il faudrait qu'il accepte de prendre la parole parce qu'on parle de 2 lettres de garantie. Frère, lui, il a d'autres chats à fouetter. Oui, attention, parce qu'on parle de 105 millions et 120 millions. Si on est quand même dans une logique de s'attaquer par idée interposée, il faudrait que le ministre de l'économie d'alors, le ministre du budget, qui est aujourd'hui président de la Cour des comptes, n'oubliez pas que la Cour des comptes, c'est un autre organe de contrôle de l'État guinéen. Donc il a aujourd'hui les capacités, soit s'il est mis en cause, de se trouver des preuves ou systématiquement de les détruire, parce qu'il occupe un poste quand même qui est stratégique dans, disons, les audits. Maintenant, les 120 millions et 65 millions, il faudrait que le gouverneur de la Banque centrale accepte de prendre la parole pour édifier le peuple de Guinée si effectivement il y a une lettre de garantie concernant les 120 millions. Maintenant, pour finir Tamba, on parle quand même d'un projet de 500 millions. Pourquoi l'État ne parle pas? Est-ce qu'on a effectivement sorti les 500 millions? Parce que si on a sorti les 500 millions et qu'on ait donné 65 millions seulement et 35 millions à Guiterres et 65 millions à Iboumaf, ça veut dire qu'on a sorti les 500 millions. Et si on les a sortis, cette somme est partie où? Moi, c'est là mon inquiétude. Si vous voyez que les gens, l'État ne parle pas, certainement on aurait sorti les 500 millions. Donc ça, il faudrait que l'audit qui va venir, qu'on puisse questionner cela. Parce que si vous gardez le silence, c'est parce que vous reprochez quelque chose. Si on a eu un marché de 500 millions et qu'on est sorti 65 millions que pour Kankan Kisidougou et 35 millions pour Kankan Mandiana, ça veut dire qu'effectivement les 500 millions sont sortis malgré la mise en garde du Fonds monétaire international. Donc il faudrait que les nouvelles autorités puissent nous édifier sur cette question qui à mon avis est importante parce qu'on parle quand même là de l'argent du contribuable guinéen. Donc il faut que le gouverneur de la Banque centrale accepte de prendre la parole sur les 120 millions. Est-ce qu'il y avait eu à l'époque, en 2017, une lettre de garantie attestant effectivement la sortie des 120 millions? Si lui il accepte de prendre la parole, je pense que tout le monde sera édifié. Et Guiterres sera édifié et aussi l'opinion nationale. Donc il faut que le gouverneur de la Banque centrale là, quand même, c'est l'argent du peuple de Guinée. Il y a un devoir, il y a la reddition des comptes. Il faut qu'ils acceptent de faire une communication descendante pour que les gens comprennent s'il y avait eu une lettre de garantie, comme il a dit le 27 mars 2017 concernant les 120 millions. Parce que l'opération n'a pas été effectuée, donc on ne peut pas sortir l'argent pour un travail qui n'a pas été fait. Sur les 500 millions, je pense que c'est sorti en bas. Et je sais que dans les prochains jours ou les prochains mois, le peuple de Guinée sera édifié. Si les gens gardent le silence, c'est parce qu'ils ont sorti effectivement les 500 millions. De toutes les façons, les dés sont jetés. La presse continuera d'aborder tout cela. Mais Moussaïro, avant d'aller à notre deuxième sujet, ça reste la même question, la même préoccupation, celle de la responsabilité de l'État, de comment, la moralité avec laquelle il gère la situation du pays. Pardon, je vais vous... Allez-y. Est-ce qu'on peut parler de moralité? En fait, je pense que c'est une histoire de compromis, de compromission sur le dos du peuple. Pourquoi je pose cette question? Est-ce qu'il y a une... Parce que généralement, dans les cas d'appel d'offres, on demande carrément de mettre de côté ces histoires d'affinité, de relations interpersonnelles. Mais dans ce dossier, c'est une histoire de relation entre le président de la République et M. Bonkoungou, mais aussi d'affinité avec M. Guiterres et ça. Monsieur Kaba, parce que vous vous rappelez... C'était la question du journaliste burkinabé par ailleurs. Il n'y a pas de morale là-dedans. Il n'y a pas de morale. En fait, quand vous regardez de loin, c'est une histoire de personnes qui s'enrichissent, qui s'en foutent pas mal du peuple, qui s'en fait plein les poches. Parce que moi, je ne peux pas comprendre.
Monsieur Kaba était fortement en relation avec la présidence de la République. On dit que c'est le beau-frère du président. À part ça, on l'a vu au RPG, les différents dons qu'il faisait, notamment aux cellules. C'est pas mal en soi, mais normalement, il n'y a pas de morale là-dedans. Il n'y a pas de professionnalisme à partir du moment où le marché est donné à quelqu'un qui est proche de la présidence. C'est par affinité que ça a été fait, sans appel d'offres ouvert, alors qu'il pourrait y avoir des sociétés compétentes, des entreprises capables de mener à bien ces travaux-là. Il n'y a pas de morale là-dedans. En même temps, il faudrait qu'on nous dise ce qui s'est passé. Un responsable d'entreprise ne peut pas signer un contrat avec un État, accepter de ramasser le matériel, tranquillement sortir du pays, sans rien dire, sans porter plainte, s'il n'y a pas anguille sous roche. On ne nous a pas dit la vérité dans ce dossier. Anguille sous roche, on verra bien entendu ce qu'il en est. Les grandes gueules se poursuivent. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité. Sommet France-Afrique, bien entendu, nous le disions au début de cette émission, rencontre d'un genre nouveau puisque sans chef d'État et sans autorité institutionnelle venue d'Afrique, la formule nouvelle, toute trouvée par les sieurs Afrique d'Emmanuel Macron, convie exclusivement les jeunesses africaines de la société civile, du secteur privé et du large domaine de l'engagement. Ces jeunes du continent dont notre compatriote Aliou Ba, président du modèle, conféreront avec le président de la République française sur une pluralité de thématiques seulement. Voilà, sur le continent, l'idée d'un sommet sans les chefs d'État passe très mal, particulièrement à l'heure de la multiplication des récriminations contre la France. Pour en parler, notre envoyé spécial est déjà en ligne à partir de Montpellier, donc en France. Tout savoir sur le sommet Afrique-France avec Lansana Camara. Lansana Camara, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là-bas pour Espace TV. La première question à vous, Daouda Mohamed Camara. Oui, Lansana Camara, bonjour. Alors, d'abord, pour la première question, quel visage on a réellement de cette rencontre France-Afrique? C'est une première. Ça n'a jamais été un sommet entre la France et l'Afrique, la jeunesse africaine. Là, on est là depuis ce matin. Il y a une foule immense, 3000 invités triés sur le volet. Mais comme le président français sera là, il y a une sécurité monstre. Tout le monde n'est pas rentré pour l'instant. Donc le sommet a pris du retard par rapport au calendrier initial. Mais ce qu'on attend de ce sommet, c'est que le président français écoute enfin les sociétés civiles africaines, parce que ces sociétés civiles africaines n'ont pas droit à la parole en général. Ce sont nos dirigeants qui venaient, qui paradaient, les dictateurs qui venaient, qui n'écoutaient rien, qui venaient, on leur donnait un plat servi, ils mangeaient, ils partaient. Je pense que les jeunes, la génération consciente qui est sur place, poseront des questions pertinentes au président français. Ils vont l'interpeller chèvement aujourd'hui. Lansana Camara à partir de Montpellier, il rend compte de ce sommet pour Espace TV. Mafoudia Bangora. Alors, un sommet avec cette fois la société civile, vous l'avez dit, c'est une première. Qu'est-ce que vous savez de quoi il sera question autour de la table? Est-ce que les coups d'État qu'on vit actuellement, ou bien ce sera bien d'autres sujets qui seront évoqués? Normalement, c'est d'autres sujets qui seront évoqués, l'éducation, la citoyenneté, le sport, le développement. Mais je pense que les jeunes qui poseront des questions ne vont pas laisser le président français se défiler. Ils vont lui poser des questions. Pourquoi les condamnations à géométrie variable, soutien au coup d'État au Tchad, dénonciation du coup d'État en Guinée, dénonciation du coup d'État au Mali? On ne comprend plus rien. Là, tout à l'heure, j'étais avec des médias russes, la télévision russe est là. Ils n'ont pas eu l'accréditation, ils ne peuvent pas rentrer dans la salle. On les a refusé l'accès parce qu'ils disent que les Russes vont tout simplement essayer de révolter les Africains. Donc, on est là face à ces deux paramètres-là. J'espère que le président français
va écouter la jeunesse africaine. Un sommet sur fond de grands calculs géopolitiques, Moussaïan. De grands calculs géopolitiques où les chefs de l'État, comme on l'a dit, ne sont pas invités cette fois-ci. Vous parlez de 3000 invités, selon vous, triés sur le volet. À votre avis, quels ont été les critères de sélection, de choix de ces jeunes-là qui vont poser des questions au président Emmanuel Macron? Je pense que ce sont des gens qui sont proches un peu du parti de Macron, ou de jeunes qui sont un peu proches du CPA, du Conseil présidentiel pour l'Afrique, et d'autres entrepreneurs qui sont dans des associations. Je pense que tous ces gens-là qu'on a vus ici, des entrepreneurs, des artistes, je pense qu'ils ont trié sur le volet, mais ils ne peuvent pas tout simplement dominer tous ces gens-là, parce que ces gens-là sont décomplexés. Je pense qu'ils auront la parole. Lansana Camara, une actualité que nous continuerons de suivre avec vous. Merci d'être intervenu sur nos antennes. On va partir à la pause maintenant, et dès la deuxième partie de cette émission, ce sera Kémy Séba. Avec lui, nous parlerons de cette actualité du sommet, mais aussi cette montée du sentiment anti-français sur le continent, et pourquoi pas l'actualité guinéenne avec le CNRD. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits.
Avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile, le débat d'idées, même celle qui fâche. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h, sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talentueux ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bas.
Retour dans ce studio. Dans un instant, ce sera Kémy Seba, qui est d'ailleurs déjà dans nos locaux. Vous l'entendrez, mais bien avant, nous allons faire lecture de quelques messages, des messages que vous avez bien voulu laisser sur la plateforme Twitter. Sur la plateforme Twitter, si la régie est disposée, j'aimerais que l'on puisse aller comme habituellement. Et donc, on va commencer lecture de ces messages avec un de nos auditeurs, c'est Jean-Louis, le bourgeois, qui écrit bonjour le maestro, il faut que les membres du CNRD convoquent Ebomaf et Guiter Essa pour s'imprégner des réalités du terrain. Qui a fait quoi et ceux qui devraient faire quoi, enfin ce qu'il dit. On n'a plus de place pour des marchés négociés dans les couloirs, que chacun rende des comptes avec la régie. Si vous pouvez suivre, ce serait beaucoup plus intéressant. Habib Orekubiso qui nous écrit également: salut la radio 2.0, le sommet de France-Afrique de cette année n'a qu'un seul objectif, berner la jeunesse africaine et sa société civile, nous dit-il, qui commence de lui poser des problèmes. Donc il faut les draguer afin de pouvoir continuer à diriger les dirigeants africains. Diriger les dirigeants africains, mon cher So, ça c'est bien beau. Et puis on continue, bien entendu, toujours avec la régie. Cette fois, c'est Mamadou Diao Guinée qui nous écrit et il dit bonjour les GG. Avoir l'esprit du panafricanisme est tout à fait normal et appréciable si toutes les conditions d'un développement durable sont réunies, mais s'opposer à quelqu'un dont tu sais pertinemment tu n'as rien dans les poches, c'est de l'idiotie. Enfin, opposer à quelqu'un quand tu sais que tu n'as rien dans les poches, c'est de l'idiotie. Je pense qu'il parle de ce sommet Afrique-France. C'est donc Mamadou Diao Guinée qui nous a écrit. On va continuer avec Keita Mamadi Dr K qui dit bonjour les GG, il y a trop de non-dits dans cette affaire d'Ebomaf qui ne nous dit pas la vérité. Tamba, c'est simple, les deux sociétés sont encore vivantes. Oui, elles ne meurent pas, oui, elles vivent. Il faut une confrontation car on a besoin de savoir la vérité, c'est notre droit. Keita Mamadi Dr K qui nous a écrit. Un autre qui nous a écrit également, c'est Ibrahima Sori Kouyaté qui dit dans cette trilogie scandaleuse Ebomaf, Guiter et TAP, c'est le citoyen guinéen qui en sort perdant au final. Nous n'avons pas de route et nos fonds ont été dilapidés. Diantre, nous dit-il, Ibrahima Sori Kouyaté. Un autre, c'est Lamabank Diallo qui nous écrit bonjour, Espace GG. 16 entreprises de BTP négocient non seulement l'obtention des projets, mais aussi elles font la promotion de la médiocrité. Ils préfèrent mettre un économiste qui leur demande 8 millions, enfin, faut-il dire, à la place d'un ingénieur qui leur demande ce qu'il faut. Voilà, c'est Lamabank Diallo qui réagissait à cette émission. Et puis Youssef Kaba, un inconditionnel de cette émission, nous écrit également bonjour, aucune de ces entreprises n'a été sérieuse dans l'exécution des travaux. Ceux qui fréquentent la Haute-Guinée savent que Guiter Essa n'a jamais réalisé des routes qui tiennent plus de 2 ans. Avec tous ces manquements répétés à ses engagements, elle n'a jamais été inquiétée. Youssef Kaba qui réagit à cette émission. Patekourou Diallo également nous écrit, Patekourou Diallo qui dit « Je pense qu'il faut faire des audits approfondis sur les infrastructures routières. La route Bellevue-Pont 8 novembre n'est même pas finie. Avec cette étroitesse, on parle de 10 millions de dollars. Le pire, on laisse les chaussées ouvertes sans panneaux de signalisation. C'est triste. » Patekourou Diallo qui a donc réagi à cette émission. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Cheikh Abdel de Bruxelles, c'est un Bruxellois qui nous écrit bonjour, moi je me demande pourquoi Guiter Essa a attendu tout ce temps pendant qu'elle savait que Ebomaf prenait juste l'argent des Guinéens et partir. Guiter a travaillé pendant 30 ans, a travaillé où pendant 30 ans, il pose la question, et quelles sont les preuves de réalisation des travaux de 30 ans, nous dit-il. Je sais que quand même depuis 95, Guiter réalisait son premier ouvrage. Si ça peut aider en termes de réponse. Un autre auditeur, s'il y en a, non, c'est donc la fin des messages. On va en lire un dernier, peut-être 2 pour la route.
Le premier, c'est Poullo Toro Lissan qui nous écrit et il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe, j'ai une inquiétude. La rentrée des classes, c'est le 21 de ce mois et le 1er du mois prochain pour le supérieur. Alors, qu'en est-il des orientations des bacheliers? Bonne journée à vous, nous dit-il. Eh bien, on aura la réponse certainement dans les jours à venir. Et puis, Sinani nous écrit également bonjour Tamba et à toute l'équipe d'AGG. Ceci dit, mon colonel Doumbouya, on n'est pas pressé, prenez votre temps. Pour une transition efficace, cette transition ne se fera pas dans la précipitation. Déjà la panique est visible chez Selou de l'UFDG, qu'Allah bénisse la Guinée, vive le CNRD, la nation. Avant tout, c'est plutôt le bloc réuni autour de Selou d'Alain Diallo, c'est une coalition, bien entendu, qui propose une quinzaine de mois pour la transition. Et puis, quelqu'un d'autre qui... Ah ben, là, il me dit, faut faire un clin d'œil à notre forum. Vous savez, hein, il y a le forum des 1535 qui est né. Je ne sais pas qui de vous a l'information, les 1535, qui militent en faveur de jeunes au CNT et pourquoi pas dans l'équipe gouvernementale. Aucun de vous n'a vu cette affiche-là? J'ai vu le forum, mais car moi, je ne m'y suis pas intéressé trop. Connaissant un peu ce qu'on sait... déjà avec quand une ambiance éclate, chacun cherche à se positionner. Les mots semblent vraiment très objectifs, mais dans la réalité, chacun ne cherche vraiment pas à aider, mais plutôt à s'aider lui-même. Bon, c'est quand même, j'ai vu. Mais je ne dis pas que forum... Il y a de bons jeunes représentatifs. Je ne dis pas que forum 1335 est de ce genre. 1535 est de ce genre. Mais le plus souvent, puisqu'on est trop inondé de tout cela, et ça passe parfois. Il y a quand même de bons jeunes qu'on a vus à l'action. J'évoquais Fonike, il y a Moussa Daraba, il y a d'autres encore qui sont de bons jeunes. De très bons jeunes. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. 15-35. Je dis que, bon, puisque j'ai vu comme ça sur la toile, et je n'ai pas eu le temps d'aller plus à l'intérieur parce que... Tu as vu et ça t'a énervé, donc c'est passé. Parce qu'on en a tellement vu. En tout cas, je souhaite que 15-35 soit ce bon forum qui produise et qui ne soit pas là pour se servir, mais pour servir vraiment. D'accord, pas pour se servir, mais pour servir. J'écoutais avec les hommes de culture, Diba, j'écoutais avec les hommes de culture. On parlait de l'autre, plutôt l'homme de coupé décalé là. Oudi Premier, qui était porté par une des branches des hommes de culture en Guinée pour être ministre. Et je me suis dit, mais avec lui, notre culture va faire du coupé décalé, Diba. Oui, parce que la culture, je pense qu'on a une vision assez réductrice de la culture. Les gens, lorsqu'on parle de culture, on voit la musique. Que ça. On voit le festival vivant, le spectacle vivant. C'est pas que ça, la culture. La culture, c'est un ensemble, c'est la musique, c'est la danse, c'est le dessin, et donc c'est tout ce que en fait qu'on a comme identité culturelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur le choix de celui qui va prendre la tête de ce département, il faudrait qu'on ait à la fois un homme qui a quand même un peu transversal, un homme qui n'est pas forcément un touche-à-tout, mais qui a quand même une connaissance un peu mosaïque de la culture pour pouvoir répondre à l'aspiration des uns et des autres. Mais si vous envoyez un homme qui est quand même foncièrement tourné vers le spectacle vivant, alors que la culture c'est toute une entité, je pense qu'on risque de fausser le débat. Au des premiers, il est quand même très engagé, mais à mon sens, il faudrait quand même qu'on ait une personne qui a une attitude générale et qui est transversale. En tout cas, pour toutes ces questions, bon courage, grand courage aussi. Je vais dire un mot sur le sommet. Mais c'est le sujet de tout à l'heure. C'est le sujet de maintenant. Et puisque Diba on se parle de ce sommet Afrique-France, une rencontre inédite cette fois, un genre nouveau, puisqu'il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas non plus d'autorité institutionnelle venue d'Afrique. La formule nouvelle, on vous le disait, toute trouvée par les sieurs Afrique d'Emmanuel Macron, convie exclusivement les jeunesses africaines, la société civile, du secteur privé et d'une large planchette du domaine de l'engagement, ces jeunes du continent, dont notre compatriote Aliouba, qui est président du modèle,
conféreront avec le président de la République française sur une pluralité de thématiques. Certaines avaient déjà été évoquées par Monsieur Camara, que vous avez écouté, Lansana Camara, notre correspondant depuis Montpellier. Et donc on pose la question de cette montée du sentiment anti-français, mais aussi de l'examination, je vais aller puiser chez les Anglais cette formule, l'examination du sommet de Montpellier. Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus et comment est-ce qu'on explique l'expansion de ce sentiment anti-français en Afrique? On en parle maintenant. Notre invité est dans ce studio, vous le connaissez, nous vous l'avons annoncé, Kémy Séba. Bonjour. Bonjour à vous tous. Avant de vous donner la parole, il y a un petit bout de présentation qui a été concocté par notre ami Caps. Ouais. Caps, on y va. Activiste panafricaniste, Stélio Gilles Robert Kapo-Chichi, le franco-béninois, connu sous le nom de Kémy Séba, est un activiste panafricaniste très engagé à la tête de l'ONG Urgence panafricaniste, où il mène une lutte contre le néocolonialisme français. Il dénonce également le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise à travers des manifestations politiques dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone, ce qui lui vaut à la fois honneur et récompense d'un côté et plusieurs expulsions, il faut le dire, pour une menace grave à l'ordre public de l'autre côté. Et il est donc notre invité de ce matin sur le plateau des GG. Bienvenue. Merci à vous tous. Kémy Séba, c'est pas la première. Vous avez tenté une fois, plusieurs fois, vous n'avez pas réussi à fouler le sol guinéen. C'est votre première en Guinée? L'ironie du sort, c'est que celui qui m'a empêché de rentrer est aujourd'hui confiné et que je suis à l'air libre aujourd'hui. Ça vous fait quoi déjà? Vous vouliez venir en Guinée la première fois, vous en avez été empêché, vous êtes venu cette fois-ci en toute liberté, tranquillement. Ça vous fait quoi aujourd'hui? Déjà, ma chère sœur, je dois dire devant les caméras que je suis très content. C'est le premier plateau que je fais en Guinée où je vois des sœurs autour du plateau. Et c'est quand même quelque chose d'important à dire. Être avec des sœurs ne signifie pas être d'accord sur tout, mais ça montre qu'il y a une représentativité et peut-être même qui devrait être plus grande par la suite de la population. C'est très important. Maintenant, pour répondre à votre question, je fais le tour d'Afrique francophone, mais pas seulement, par rapport aux activités sociales, politiques et citoyennes de notre ONG. Et donc, être en Guinée, qui est pour moi un centre de gravité de la souveraineté, de la question de la souveraineté depuis 1958, c'était très important d'y être. On a rencontré la veuve du président Sékou Touré, on a rencontré différents responsables politiques qui ont des idées divergentes mais qui veulent tous un meilleur avenir de la Guinée, de Cellou Dalein Diallo, de Ousmane Kaba, de Cheikh Abari. On doit voir des gens du FNDC. On essaie de voir le plus large panel de politiciens et de membres de la société civile, même si j'ai quand même la sensation de ne pas avoir pu voir autant de gens que je voudrais parce que le calendrier est très chargé. D'accord. Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. On va avec vous dans cette interview, Mafoudia. Alors, avant de s'intéresser à ce qui se passe en Guinée, on voudrait bien vous entendre sur ce sommet qui a lieu en ce moment en France, le sommet Afrique-France, et il y a un changement de paradigme. À l'époque, on avait les présidents africains qui étaient devant un président français. Cette fois, Macron décide d'aller avec la société civile. Comment vous percevez cela? Avec la société civile qu'il a confectionnée par ses propres moyens, parce que ce ne sont évidemment pas les figures les plus influentes de la société civile qui sont actuellement là-bas, comme le disait ma très chère sœur et amie Nathalie Yan. Il y a une réalité qui est la suivante, comme le disait le théoricien géopolitique américain Zbigniew Brzezinski dans les années 90, le 21e siècle sera le siècle du transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arrivera progressivement au niveau de la base. La base, c'est ce que l'on appelle la société civile. Et donc, les différentes chancelleries occidentales, américaines d'abord, puis par la suite européennes, ont compris la nécessité d'encadrer cette société civile, de lui faire les yeux doux. Emmanuel Macron sait que la contestation contre la présence de l'oligarchie française, du néocolonialisme français sur le continent est venue de nous autres à travers la société civile, des mouvements qui condamnent non pas les Français, parce qu'il faut qu'on soit très clair, il y a une caricature médiatique qui est faite par les médias mensonges occidentaux qui voudrait dire que l'on essentialise tous les Français. Moi je suis très proche des Gilets jaunes, moi-même qui vous parle comme Aimé Césaire, comme François Fanon, comme d'autres, comme mon frère Nicolas Anelka, je suis né en France et je ne le renierai jamais. Ce n'est pas parce qu'on s'oppose à un système que cela veut dire qu'on est contre toute la population. De la même façon, ce n'est pas parce que certains s'opposaient à Alpha Condé que ça veut dire qu'ils doivent s'opposer à tous les Guinéens. Il faut qu'on soit lucide dans la réflexion. Et donc Emmanuel Macron essaye de refaire, grâce à ses conseillers nègres de maison 2.0, excusez-moi de vous le dire, mais c'est comme ça que nous surnommons le Conseil pour l'Afrique, qui est le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Il essaye de refaire une France-Afrique au niveau de la base, parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est la société civile qui donne l'heure, mais malheureusement pour lui, on est à l'ère des réseaux sociaux et personne n'est dupe.
Et il faut voir la manière dont l'opinion publique africaine parle de ce sommet. Tout le monde sait que ce sont, même s'il y a des gens bien, vous avez cité le frère tout à l'heure, représentant de Guinée, qui essaye de faire un travail honorable par rapport au terrain qui est le sien, mais il n'en demeure pas moins qu'il est dans un cadre, à mon sens, qui le dépasse et qui sert les intérêts français. Ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est celui-là qui porte le projet, ce Camerounais, tu me rappelleras encore son nom, voilà, qui était un peu comme vous, assez acerbe vis-à-vis mais aujourd'hui, qu'on retrouve un ami avec... qu'on retrouve ami avec Macron, qu'est-ce qui se passe au finish? Je suis tellement heureux de votre question, ma chère sœur. Alors vraiment, il était comme nous, juste dans les livres. Achille Bembe a dit que sa plus grande source d'inspiration c'était Frantz Fanon. La différence entre lui et Frantz Fanon, c'est que Frantz Fanon était dans les maquis algériens et lui il est simplement de temps à autre entre deux salons de thé ultra chic occidentaux dans les maquis pour prendre de la tchéké, mais certainement pas pour mener la guerre de résistance. Donc finalement on se sert de ces causes pour exister. Achille Bembe, ce qu'il fait là est la résultante de tout son fantasme caché qui a toujours été d'être reconnu par l'oligarchie occidentale. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a retrouvé à quelconque moment que ce soit sur le terrain. Qu'on ne nous dise pas que c'est parce que c'est comment dirais-je, il fait partie de l'intelligentsia africaine que soi-disant il ne devrait pas être sur le terrain. C'est Gramsci qui parlait de la nécessité des intellectuels organiques, être capable de mettre son intelligence au service de la base pour orienter justement les débats d'idées et orienter l'état d'esprit de la population. Achille Bembe n'a jamais été quelqu'un du terrain, ça a toujours été quelqu'un des salons, et ce n'est pas étonnant qu'il soit aujourd'hui invité au salon montpelliérain. C'est quelqu'un qui n'est pas, je terminerai juste par là en ce qui le concerne, qui n'a jamais été dans nos luttes, quand nous prenons des risques, quand nous sommes envoyés en prison, quand nous sommes censurés, interdits de rentrer dans des pays parce que les autorités s'inquiètent de notre influence, c'est pas Achille Bembe qu'on entend. Je pourrais citer des gens comme Mamadou Koulibaly, qui pour moi est un grand économiste ivoirien, qui lui, à son niveau, a mis quand même les mains dans le cambouis, il faut qu'on puisse le dire, mais qu'on ne me parle pas d'Achille Bembe. C'est quelqu'un que nous ne prenons pas au sérieux au niveau de... D'accord. Alors, Achille Bembe, Camerounais, il faut signaler qu'il doit remettre aujourd'hui un document de 150 pages à Macron avec les recommandations qui ont été faites par des jeunes. Et sur les 3000 invités, il y a 1200 Africains qui sont autour de la table. Comment voir cela? Parce que l'Algérie actuellement et la France, il y a une tension qui est en l'air. Le Mali, la même chose. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'anticipation? Se dire on est en train de perdre du terrain, donc il faut s'inscrire dans l'anticipation, sachant que la Chine et certains pays aujourd'hui sont en train de gagner du terrain sur le continent. Donc il faut se tourner vers les futurs leaders du continent pour ne pas perdre du terrain. Emmanuel Macron essaie de faire une démarche prospective tout en étant complètement déconnecté de la réalité du terrain. Comme je le disais, le sentiment hostile à l'oligarchie française n'a jamais essaie de faire une démarche prospective tout en étant complètement déconnecté de la réalité du terrain. Comme je le disais, le sentiment hostile à l'oligarchie française n'a jamais... Sommet Afrique-France, Afrique, ceci, j'aimerais les sommets Afrique-Afrique. Mais le problème, c'est que les seuls sommets Afrique-Afrique qu'il y a, c'est les sommets des autocrates africains, mais jamais des sommets entre les dirigeants africains et la population africaine qui, aujourd'hui, pourtant, à travers la société civile, a plus d'influence que bon nombre de nos dirigeants. On va avec vous, mon cher Cap, si vous nous prenez seulement maintenant en marche, vous le voyez, Kémy Séba, président de Urgence panafricaniste, panafricain lui-même,
Il est notre invité. Allez-y. Alors, Kémy Séba, moi, je vais bien vous entendre sur cette question. Vous l'entamiez tout de suite là. C'est justement par rapport à ces partenariats-là, à cette rencontre qui se tient du côté de Montpellier. Alors, pourquoi, selon vous, à chaque fois, il faut que, pour décider du sort de l'Afrique, il faut aller discuter de ça du côté de la France? Quand on se rappelle, récemment, il y a eu cette même rencontre pour le financement des économies africaines. Il y a Emmanuel Macron qui demandait il faut un renouveau, il faut une innovation là-dedans. Et qu'est-ce que cela a véritablement donné? À mon sens, rien jusqu'à présent. Alors, comment est-ce que vous comprenez? Est-ce que cela s'inscrit un petit peu de la faiblesse de nos dirigeants actuels africains qui nous amène toujours à ce que le futur de l'Afrique puisse se discuter du côté de la France? Je pense qu'on peut le dire en toute humilité que nos dirigeants africains se comportent comme, si on doit être poli, comme des valets. Et si je veux être moins poli, comme il y a des sœurs, je vais essayer de maintenir la politesse en vous disant que véritablement ils sont devenus la serpillière de l'humanité. Et en tout cas la serpillière de l'Élysée. Et c'est le continuum de la démarche de la France-Afrique, que justement les choses se décident en direct de la France et non pas en direct du continent africain. Emmanuel Macron essaye simplement, dans sa dimension néolibérale, de remasteriser, de remixer une doctrine de la France-Afrique qui a fait ses preuves par le passé. Ils ont compris qu'il faut qu'ils remettent à jour une méthodologie qui est critiquée, qui est attaquée, qui est diabolisée par les masses africaines aujourd'hui. Donc il essaye de customiser. C'est comme le franc CFA, où il est parti faire du piratage économique ou du piratage industriel en volant le terme éco de la monnaie voulue par les pères fondateurs de la CEDEAO, d'accord? Et il enlève les comptes d'opération suite à nos mobilisations, ça on doit être capable de le reconnaître, mais il garde un élément central qui est l'arrimage à l'euro, donc taux de change fixe, arrimé donc à l'euro plutôt que ce que nous voulions nous, les masses, et ce que le Ghana et le Nigeria en l'occurrence, taux de change flexible, arrimé à un panier à devises. Macron est quelqu'un qui, de manière constante, essaye de changer le décor, mais il garde la pièce de théâtre qui est cette France-Afrique, et je peux vous assurer que le réveil va être brutal. Le travail d'ingénierie sociale que l'on fait depuis un certain nombre d'années de par la base commence à porter ses fruits, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, bientôt au Burkina, je l'espère, et dans d'autres pays. Et c'est quelque chose qui va gagner de plus en plus de terrain, à mon sens. Voilà, on continue donc cette interview avec vous. Mais bien avant Moussa Hiro, l'écho a des adeptes. Le président ivoirien est bien adepte de l'écho. Et ici en Guinée, après on se dit, mais est-ce que ça nous concerne vraiment au départ? C'est Loudalen Diallo n'est pas vraiment contre... C'est un grand frère, comme tous les grands frères que nous avons vus, à qui nous avons passé la paix. Parce qu'il est important de dire les choses. Après, tout le monde a ses nuances. Nous, notre question, c'est la souveraineté. Et vous avez parlé de l'écho, il y a deux échos, comme je le dis. Il y a l'écho Macron-Ouattara. D'ailleurs, l'écho, c'est écho Emmanuel commande Ouattara, c'est l'acronyme pour beaucoup de gens. Et de l'autre côté, il y a l'écho promu par les pères fondateurs de la CEDEAO, aujourd'hui promu par le Nigeria et le Ghana, avec lesquels nous sommes très proches, qui, eux, veulent un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Et quelque chose me dit que c'est cet écho-là qui va gagner. Parfait. Et vous êtes, vous les Guinéens, beaucoup plus concernés que vous ne le croyez, parce que, malheureusement ou heureusement, au-delà des pays de l'UMOA, quand on parle de la CEDEAO, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va être concernée. En effet. Allez-y, Moussa Hiro. Alors, ce divorce dont vous parlez, Kémy Séba, est-ce que vous pensez que c'est un problème de la France et de l'Afrique? Est-ce que c'est plutôt un problème français? Parce que les Français, quoi qu'on dise, Emmanuel Macron, quoi qu'on veuille, il voudra défendre les intérêts de la France. Est-ce que c'est pas un problème de mentalité chez nous? Est-ce que c'est pas un problème de conscientisation de nos dirigeants eux-mêmes, des Africains eux-mêmes, que de s'en prendre plutôt aux Français ou à Emmanuel Macron? Quand on dit que quand les femmes prennent la parole, il y a toujours de la sagesse, c'est une réalité. Ce que vous dites, c'est la quintessence de notre propos de manière générale. J'ai toujours dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et donc, nous attaquons au néocolonialisme. Nous avons toujours dit que le néocolonialisme, il est endogène et exogène. C'est parce qu'il y a des gens à l'intérieur de nos pays qui sont des agents d'influence et qui défendent des intérêts autres que les leurs, comme on les appelle les lions herbivores, qui au lieu de manger autre chose que de l'herbe, mangent de l'herbe. C'est ce qui se passe avec nos responsables politiques, qui passent leur temps à défendre, parce qu'ils ont des contrats juteux en échange aussi, les intérêts de l'Occident, et plus particulièrement dans le précaré français, les intérêts français. Moi, je n'en veux pas aux vautours de se comporter comme un vautour, mais j'en veux à des géants de se comporter comme des caniches. Voilà, on va dire cela comme ça. En vouloir à des géants de se comporter comme des caniches, on enchaîne? Oui, moi ma question aujourd'hui, Kémy Séba, quand on entend parler de lui, c'est vraiment cet opposant de la France-Afrique. Mais au même moment, il y a aussi cet autre facteur envahissant aujourd'hui de l'Afrique, notamment de la Russie, de la Turquie et même de la Chine. Est-ce que cet aspect
vous intéresse et comment vous vous y intéressez? Moi, je suis un passionné de géostratégie depuis de nombreuses années et pas juste un passionné de géostratégie de manière théorique, mais de manière pratique. C'est-à-dire que tous les pays que vous avez énoncés, c'est des pays que j'ai visités à de très, très nombreuses reprises, comme bien d'autres que vous n'avez pas cités. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que couper le cordon avec les uns ne signifie pas fermer les yeux par rapport au partenariat avec les autres, parce qu'on ne peut pas être dans une autarcie. Par contre, il faut être capable de renégocier les partenariats et traiter un certain nombre de contrats de manière digne. Or, la plupart du temps, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que auparavant, nos dirigeants, dès lors qu'ils avaient des bakchis suffisamment juteux pour s'acheter des villas pour leurs 30 000 compagnes et pour leurs enfants, etc., ça faisait en sorte qu'ils étaient dans une dynamique d'accepter de biaiser le peuple tant qu'il se remplissait les poches. Nous pensons que la Turquie, que je connais bien, la Russie, que je connais bien, la Chine, que je connais beaucoup moins bien, ça me fait rire quand certains guignolent un journaliste, là, je ne sais pas comment il s'appelle, qui disait que Kémy Séba serait un agent du Parti communiste. C'est-à-dire que quand il voit des gens qui ont une grosse influence, il faut toujours qu'ils puissent essayer de créer des complots pour justifier leur activité. C'est pas une réalité. Justement, en parlant de complot. Si c'était une réalité, la manière dont je me comporte avec les autorités chinoises par rapport à leur racisme vis-à-vis de nos populations, etc., et vis-à-vis des exactions d'un certain nombre d'entrepreneurs chinois sur le continent, je pense que ça ne serait pas effectué de manière globale. Les Chinois, je le dis, sont dans une démarche de colonialisme latent. La seule différence, c'est qu'ils ont la pudeur de ne pas dire comment politiquement nos dirigeants et nos régimes doivent se comporter. C'est ce qui fait que nos dirigeants sont en train de préférer progressivement les Chinois aux Français. Mais le bas peuple, ils voient des populations qui viennent leur donner des ordres, qui n'ont pas leur temps. Et je peux vous assurer que le réveil risque d'être brutal vis-à-vis de ces Chinois. Et je dis aussi pour les Russes, que je connais bien, ou pour les Turcs, que tant que ce sont des partenariats où chacun respecte la souveraineté de l'autre, il n'y a pas de problème. Mais le jour où ils vont franchir la ligne jaune, la manière dont nous sommes avec l'oligarchie française, croyez-moi bien que nous allons être de cette même manière, voire pire, avec ses partenaires. Alors finissons avec le sommet Afrique. D'accord, Maf qui aura... En fait, on n'a plus beaucoup de temps et ce serait bien qu'on vous entende sur le cas de la Guinée. Il y a ce coup d'État et on vous a... Non, on va y venir. Bah voilà, moi c'est ce que je veux. On va y venir. Je dis finissons sur le thème. On va finir avec le thème du sommet Afrique-France, Kémy. Est-ce que ce n'est pas là-bas que ces jeunes devraient être? C'est-à-dire que on a souvent parlé, on a fait part de nos préoccupations à nos dirigeants qui ne les ont pas souvent entendues. Et puisque la France est le territoire au pied duquel tout le monde va pleurer, rencontrer Emmanuel Macron, ce serait une belle occasion de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on ressent. Je pense à Ali Ouba, par exemple, guinéen, dont on connaît, entre guillemets, la force de la grande gueule. Ils pourront dire ce qu'ils pensent. Est-ce que ce n'est pas une belle occasion? Vous savez, il y a une règle en politique qui dit que celui qui fixe le narratif est celui qui décide déjà de la finalité du débat. Et dès lors que vous allez à un événement qui est fondé, qui est forgé dans le cadre du paradigme français, dans le cadre de renouveler la diplomatie française pour sauvegarder ses intérêts, vous avez beau brailler, vous avez beau parler, vous avez beau chanter tout ce que vous voulez, ce qui se passera à la fin, c'est que la France, son objectif, c'est de donner la sensation qu'elle renouvelle sa façon de faire avec le continent africain, mais dans le fond, rien ne change. Et je termine en vous disant que, quand vous nous dites, est-ce que c'est pas là qu'il aurait fallu être, vous pensez véritablement que Macron a voulu voir nos têtes là-bas. Macron, je peux vous assurer que, d'après ce que l'on sait, parce que ces pays, il y a différents pays dans le monde, et donc on sait ce que différents pays disent d'autres pays. S'il vous invitez, vous. Écoutez, je serais parti... je serais sans doute arrêté au seuil et j'aurais dit exactement ce que je pense. Je ne serais pas resté dans cet événement parce que participer à cet événement, pour moi, c'est consolider la volonté de la France de maintenir le lien. Donc je ne serais pas rentré dans leur démarche, objectivement. D'accord. Diba, si on va avancer, on n'a que quelques minutes avant de revenir à l'actualité guinéenne. On va au Mali. Avec vous. Oui, le Mali, où on va parler de la Guinée. Non, c'est moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour parler de l'Afrique. Mais j'ai vu qu'il y en a qui sont pas le Mali, avec cette junte qui a décidé pour une question sécuritaire, parce que qui veut parler aujourd'hui d'élections dans cette zone où pratiquement les 2/3 du territoire échappent au pouvoir central, ce qui ne facilite pas non seulement la mise en place de la feuille de route, les élections, le découpage administratif et géographique, tout. Et il décide de se tourner vers la
Russie avec un partenariat éventuellement avec une structure de sécurité, ce que la France appelle un mercenaire entre guillemets. Ça l'arrange. Voilà, comment vous voyez un peu ce bras de fer qui est en train de se dessiner entre le Mali et la France? Il y a quand même, pour compléter, Diba, cette sortie du Premier ministre malien oui, au niveau des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies au sommet, qui accuse la France d'abandonner le Mali en plein vol. Moi, je ne vous cache pas, puisque je suis quelqu'un de libre, de penser que je n'ai pas forcément aimé la formulation, même si les partenaires au Mali m'ont dit que c'était la diplomatie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je reste dans le combat de la société civile, parce qu'il y a une liberté de ton qu'on n'a visiblement pas parfois au sein des institutions. Et lui, il a dit abandonner. Moi, je pense que pour abandonner, il faut avoir déjà pris à un moment donné le pays pour l'aider. Or, la France, lorsqu'elle est venue pour sécuriser l'accès aux ressources. Elle n'a en aucun cas, depuis qu'elle est arrivée, protégé quoi que ce soit ou fait reculer quoi que ce soit en ce qui concerne les terroristes. Au contraire, elle a collaboré avec certaines entités terroristes, et je le dis devant caméra, ça c'est quelque chose qui est su. Elle a, sous prétexte, elle disait qu'elle devait récupérer un certain nombre d'otages, etc. Elle a été capable de dialoguer avec, mais elle interdit aux autorités maliennes de faire de même. L'autorité française a tout intérêt à ce qu'il y ait une division. Les autorités maliennes ont enfin compris qu'il est important qu'elles puissent changer le braquet. Aujourd'hui, on nous parle de structures paramilitaires alors que la France passe son temps à se balader un peu partout dans le monde avec ses légionnaires et ses milices secrètes. Ça fait rire beaucoup de gens donc. Et je termine en vous disant que quand on parle du groupe Wagner, il n'y a que les géopoliticiens de la Sorbonne qui déconnectés des réalités, qui sont juste sur Twitter ou sur les réseaux sociaux mais ne connaissent pas le terrain, qui vont vous dire que c'est quelque chose de déconnecté de la Russie. Mais tout le monde sait que c'est l'armée secrète de la Russie. D'ailleurs, on peut encore y rester sur le Sahel globalement pris. On a vu cet effritement des relations avec le Tchad sur les derniers jours du maréchal du Tchad. On a entendu son discours sur de supposées implications de la France dans la situation sécuritaire dans le Sahel globalement pris. La France quand même qui reste auprès de la force du G5 Sahel, en tout cas institutionnellement. Pas mal de sommets. Le dernier c'était en Mauritanie, à Nouakchott. C'était comment faire face au terrorisme dans cette région-là. Est-ce que finalement les Africains ne sont pas plus dans le dire que dans la preuve? Au-delà de dire que la France est impliquée directement, par exemple votre ami Nathalie Yamb qui parle d'armement de ses troupes armées, sur fond de quoi, Kémy Séba? Moi je pense que, en ce qui concerne Nathalie, il faut lui demander par elle-même directement les choses. C'est ma sœur, c'est mon amie, mais je ne suis pas son avocat. D'accord. Voilà, moi je suis l'avocat de mes propres propos, et ce que je peux vous dire par rapport à mes propres propos. Et encore une fois, je vous encourage à inviter Nathalie, parce que c'est une sœur véritablement, on a besoin de plus de femmes dans ce combat. Et je suis content quand il y a des femmes comme elle qui s'engagent. Mais non, en ce qui concerne mon propos est que les autorités françaises, c'est secret de personne, c'est même dit dans leurs propres médias, ont été amenés à négocier avec des prétendues forces djihadistes. Les djihadistes, quand ça les arrange, quand il ne le faut pas, quand ils ont besoin d'extirper leurs otages, eh bien là on a un autre langage. Mais dans le même temps, elles sont capables d'interdire, elles étaient capables, plus maintenant, d'interdire aux autorités maliennes de dialoguer avec. Parce que c'est toujours la même méthode. Quand vous voulez braquer une maison, une bijouterie, il faut que vous puissiez créer des disputes à l'intérieur de la bijouterie pour que les protecteurs de la bijouterie soient distraits, donc que vous puissiez aller voler des colliers. C'est des conseils que je donne aux futurs voleurs. C'est comme ça que les voleurs politiques fonctionnent. Et le gouvernement français est sans doute le Real Madrid du pillage et du vol en Afrique aujourd'hui. C'est une mauvaise pub là. On revient en Guinée. Pour chasser le temps, on revient en Guinée. Ah d'accord. Alors en Guinée... Avant qu'on ne revienne, moi je voulais qu'on parle de ce double langage quelquefois de la France par rapport au changement constitutionnel ou bien par rapport au troisième mandat. Merci. On a vécu cette situation par rapport au coup après le décès du président tchadien notamment, mais aussi le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Le langage était différent avec ce qui s'est passé en Guinée. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de dire que toute la réponse est dans votre question, ma chère sœur. C'est que la France, quand ça l'arrange, défend le respect de la Constitution. Et quand ça ne l'arrange pas, elle ferme les yeux sur les violations multiples de la Constitution. Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui... Dramane Ouattara, c'est un lapsus non révélateur. A violé la Constitution, mais comme Alassane Ouattara est le plus grand chevalier des intérêts français en Afrique, on ferme les yeux. Un certain nombre de responsables politiques qui violent les aspirations du peuple, Alpha Condé, on ferme les yeux, ou du moins on a un petit peu boudé, soi-disant, pour ne pas se mettre trop la société civile à dos, mais au final on l'a laissé passer. Moi je dis juste une chose,
il arrive un moment donné où la France ne doit plus avoir son mot à dire sur nos intérêts. Comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure. Et comme l'a dit de manière très brillante hier dans notre réunion le docteur Ousmane Kaba, à un moment donné, on ne peut pas en vouloir à la France de vouloir préserver ses intérêts. Elle vit du pillage. Sans ça, peut-être que l'oligarchie française serait au niveau de l'oligarchie de Roumanie. Je peux le comprendre. Chacun défend ses intérêts. Nous, notre intérêt, c'est d'agir de telle sorte qu'on puisse préserver notre souveraineté. Et donc, le regard des autres ne doit plus compter. Ce qui compte, ça doit être la souveraineté du peuple qui doit être respectée. Et c'est dans cette démarche-là que nous essayons d'avancer. Maf, la Guinée. La Guinée, avec ce coup d'État, souvent... Enfin la Guinée. Oui, enfin la Guinée. J'y tenais. Patriote. Ah non, mais... Ok. Alors, on vous a écouté, en tout cas, quelques réactions sur les propos que vous avez tenus. Et je reviens sur cette idée que vous avez de la France Afrique et tout ça. Ça vous amène même à vous poser des questions sur une relation amoureuse. J'essaie de comprendre. Je pense que c'est sorti du contexte. Et ce que j'ai trouvé déplorable avec certaines presses guinéennes, c'est que sur une conférence de 1 heure et quelques, on a coupé un raisonnement. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je suis en contact avec l'opinion publique africaine de manière générale. On réunit des foules dans la plupart des pays d'Afrique francophone aujourd'hui et dans la diaspora. Ma responsabilité, c'est de me faire le relais des inquiétudes d'un certain nombre de gens. Je vais vous faire une confidence. Quand je suis venu en Guinée, quelques semaines avant, j'étais au Mali, j'ai été reçu par les autorités. Très bien. Quand je viens en Guinée, il y a eu levée de bouclier des gens qui ont dit, beaucoup inspirés par certaines chaînes panafricanistes, qui disent que le colonel Doumbouya est un agent de la France. Moi, j'ai fait partie de ceux qui disaient qu'il faut arrêter de juger les gens sur leur formation, il faut les juger sur leurs actes. Il y a eu des images qui ont été véhiculées et que certaines chaînes ont participé à véhiculer de manière virale sur les réseaux sociaux. On présente le colonel Doumbouya avec sa femme française en disant que c'est une gendarme française, etc. Et moi, ma posture a été de dire que ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un d'une autre, même si, moi je ne vais jamais mentir, je fais partie de ceux qui prônent l'endogamie noire. Je pense qu'il est important que quand on dit aimer notre peuple, qu'on puisse valoriser les femmes ou les hommes de notre peuple. Jacques Chirac était un grand amoureux sur le terrain charnel de la femme africaine, pas sûr qu'il soit respectueux de son âme, mais c'est avec Bernadette qu'il s'est marié, parce que l'institution, à quelques exceptions près, mais l'institution, c'est toujours essayer de prendre quelqu'un du pays. Il y a des exceptions, c'est une réalité, mais la plupart du temps c'est comme ça. Et j'ai dit que malgré cela, j'ai rappelé qu'il y a des gens comme Charanta Diop qui étaient mariés à des Françaises mais qui ont profondément aimé et aidé leur peuple. Il y a des gens comme Frantz Fanon qui étaient mariés à une juive française qui ont profondément aidé leur peuple. Et donc il faut parfois aller au-delà des étiquettes qui ont été collées. La plupart des gens de l'opinion publique panafricaine aujourd'hui sont hostiles au colonel Doumbouya. Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et moi mon rôle, parce que j'ai senti, après avoir notamment discuté aussi avec les autorités du Mali, que le colonel Doumbouya n'était pas ce que l'on décrivait de lui dans un certain nombre de médias panafricains qui sont très influents aujourd'hui. Comme ma voix porte au moins autant, sans toute humilité, que ces médias, voire peut-être plus, mon rôle, si j'estime il faut creuser et attendre de voir les actes du colonel Doumbouya, mon rôle est de dire allez au-delà. Parce que et puis, au-delà même, c'est très important cette question-là. J'espère que les médias qui prennent des parties de propos, mais ne le résument pas en intégralité, prendront cela. Au-delà même de ça, vous savez que dès que le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, des images ont circulé de manière spectaculaire. C'est la première fois de ma vie que je voyais la vie privée d'un président circuler aussi vite. Et moi, je suis convaincu, mon instinct politique me dit que même les autorités françaises ont tout intérêt à présenter Doumbouya, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques le black jacket. Présenter quelqu'un qui peut être une force de libération pour son peuple comme un agent des forces exogènes, de telle sorte de couper la capacité d'attraction que ce personnage-là peut avoir vis-à-vis de son peuple. Parce que la manière dont ça a été diffusé, c'était trop rapide. Vous voyez, moi, même ma mère, qui n'est pas quelqu'un de politisé, m'a envoyé les photos du colonel Doumbouya en disant, tu as vu, sa femme, gendarme, etc. Et donc, je me dis, attention, on est dans une guerre aujourd'hui d'information, et moi, je pense qu'il faut encourager le colonel Doumbouya. C'est mon point de vue. Et que sa femme, qui est française, d'accord, qui est un gendarme, elle aime son homme. C'est leur choix de vie. Ils se sont connus bien longtemps avant cette histoire politique. Il faut parfois être capable de passer outre, même si je le redis, moi à titre personnel, je prône le black love. On va pas me criminaliser pour cela, mais ça n'empêche pas. Exactement, mais ça n'empêche pas que quand il y a des gens d'autres communautés qui aiment des gens de notre communauté, on va pas commencer à les clouer au pilori parce qu'ils sont dans cette démarche-là. Il faut sortir de la caricature. Avez-vous rencontré le colonel? Avez-vous pu le rencontrer? Bien sûr, on l'a rencontré le deuxième jour. J'ai été touché par sa fraternité. C'est très important que je puisse le penser. J'ai été touché par
sa connaissance beaucoup plus profonde qu'on ne peut l'imaginer de la question géopolitique africaine et des problématiques de souveraineté. J'ai été touché de voir qu'il suivait notre travail depuis un certain nombre de temps. Et moi, je suis convaincu que le colonel Doumbouya fera, je l'espère en tout cas, de grandes choses pour ce pays. Et je le dis, tant qu'il reste conforme à ce qu'il s'engageait à faire, nous le soutiendrons. Et nous espérons qu'il restera conforme à cela. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on ne pourra pas maintenir le soutien, c'est logique. En tout cas, pour le Black Love, Kémy, on est nombreux dedans. Hein. Ah, c'est bien, de le préciser. C'est bien. Voilà, merci Kémy Séba. Je rappelle que vous êtes président de Urgence panafricaniste. Inutile de revenir sur tout ça puisqu'on vous connaît bien. Merci de vous être prêté à nos questions. Vous rentrez samedi, c'est ça? Je rentre samedi et j'ai d'autres voyages prévus. Là, il faut que j'essaie de me poser un peu. Sinon, j'aurai l'impression que ma maison, c'est l'avion. D'accord. Bah, on se revoit la prochaine. Je l'espère. La prochaine séquence. Je l'espère. En Guinée. Ouais. On va en rediscuter, mais j'espère revenir bientôt parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, clairement. Mais j'espère revenir bientôt parce que j'aime beaucoup votre pays. Je trouve qu'il y a une vitalité qui n'est pas assez connue du reste de l'Afrique et que beaucoup de gens devraient s'inspirer du professionnalisme que je vois dans les médias ici. Parfait. Notamment dans mon pays, le Bénin, qui est devenu sur le terrain médiatique une sorte de cirque où c'est le championnat de la Talakou au président de la République. Merci infiniment. Le championnat de la Talakou, pas mieux. Alors on termine avec ça. Merci les amis Daouda, Mafoudia, Diba, Caps, Moussaïro et puis Alphonse le tout d'orange vêtu ce matin qui est sorti. Merci à Dramé qui a aidé côté radio, mais aussi à la régie télévisuelle qui a permis que vous nous suiviez. Continuez donc de suivre nos programmes. Derrière moi, c'est le Waraba Salim qui va prendre la radio et puis la télé. Les programmes continuent. Restez avec nous. Il n'y a pas mieux ailleurs. Aïe sur Calac TV.